Quand j'ai commencé mes études à l'université, d'abord il faut voir qu'en France, pour être historien, il fallait aussi faire de la géographie. Les études d'histoire et de géographie étaient, à l'époque où je commençais, elles le sont encore, mais surtout à l'époque où je commençais, très étroitement associées l'une à l'autre. Donc lorsque je suis entré à l'université, j'ai commencé par m'inscrire pour des recherches, pour un enseignement en géographie. J'ai été séduit par des maîtres qui étaient d'une très grande qualité, à la fois pédagogique et scientifique. Et ce sont d'ailleurs ces maîtres en géographie qui m'ont initié, si vous, les premiers, à ce qu'étaient les annales. Ce ne sont pas mes maîtres en histoire qui m'ont fait connaître les annales, ce sont les maîtres en géographie, parce qu'ils étaient très liés à ce mouvement encore très jeune. C'était dans les années 37, 38, 39. Les annales, à ce moment-là, avaient à peine 10 ans d'existence. Elles étaient encore extrêmement vivantes, elles le sont restées encore très longtemps. Mais à ce moment-là, elles étaient particulièrement excitantes. Et c'est par l'intermédiaire des géographes, donc, que j'ai commencé à connaître l'œuvre de Marc Bloch, en particulier les caractères originaux de l'histoire rurale française. J'ai travaillé beaucoup sur des cartes, sur ce qui reste de documents sur l'état ancien de l'agriculture et du peuplement dans les campagnes de France. Et puis, il s'est trouvé que à la fin de mes études de licence, j'avais gardé pour la fin le certificat d'histoire médiévale, et là je suis tombé sur un maître qui m'a particulièrement séduit. Ce n'était pas un grand savant, mais il avait des qualités d'expression, d'enthousiasme qui étaient tout à fait remarquables. Et comme ça se passe souvent, vous savez, dans l'université, j'ai voulu l'imiter, j'ai voulu être ce qu'il était. Donc c'est à ce moment-là que j'ai trahi mes maîtres en géographie. J'ai été un déserteur dans ce domaine. Ils m'en ont pas voulu, mais je me suis tourné vers l'histoire du Moyen-Âge. Et c'était à peu près au moment où est paru le grand livre de Marc Bloch qui s'appelle La Société féodale. Et lorsqu'il s'est agi, après mon agrégation, de commencer des recherches véritables, alors j'ai été fortement influencé par ce livre. Je n'ai pas personnellement connu Marc Bloch. Vous savez, il y avait la guerre, les relations étaient difficiles, Marc Bloch était entré dans la clandestinité. Et quand j'ai commencé, moi, à penser à un sujet de recherche pour une thèse de doctorat, c'était le moment où j'ai appris l'un des premiers que Marc Bloch avait été fusillé et torturé par les Allemands. Donc je n'ai pas connu Marc Bloch, mais j'avais lu son livre qui est paru en 1940, et ça a été pour moi d'une importance capitale. J'ai décidé à ce moment-là, avec l'appui de mon maître qui était un ami de Bloch, j'ai décidé au fond de vérifier les propositions de Marc Bloch dans ce livre en étudiant la société dans une petite région de France, particulièrement bien documentée pour l'époque qui m'intéressait, c'est-à-dire pour l'époque féodale, le XIe, XIIe siècle, particulièrement documentée parce qu'au centre de cette région se trouvait un grand monastère, l'abbaye de Cluny, avec des archives qui n'avaient jamais été exploitées vraiment et qui ont constitué l'essentiel de mon fonds documentaire sur lequel j'ai fait porter ma critique. Et c'est ainsi que j'ai pu composer dans un cadre universitaire, dans le cursus universitaire normal, un livre qui s'appelle « La société au XIe, XIIe siècle
dans la société, dans la région mâconnaise. Et c'est là, au fond, que j'ai commencé à poser, au fond, tous les problèmes que dans la suite, j'ai essayé de résoudre mieux. Alors après cet essai monographique, qui était construit, je le signale, sur le modèle des études géographiques que menait l'école géographique française à cette époque-là, qui était, à mon avis, la première, la plus entraînante des sciences humaines dans les années 40, c'était la géographie humaine. Et les géographes avaient l'habitude de construire justement des monographies régionales. Et ma thèse d'histoire a été bâtie sur ce modèle. Et j'ai essayé là de réunir des informations et de les conjoindre. C'est ici peut-être que j'ai commencé à expérimenter ce qui est peut-être ma méthode personnelle, c'est-à-dire qui vient d'ailleurs de mon expérience de géographe, c'est-à-dire de m'attacher surtout aux interconnexions entre les multiples facteurs qui entraînent l'évolution des sociétés humaines, à la fois des facteurs matériels et des facteurs qui ne sont pas matériels, et pour essayer de comprendre comment s'établissaient les relations entre les hommes. Alors après ce travail, eh bien, j'ai continué. J'ai continué et beaucoup d'ailleurs de mes projets de recherche ont été finalement commandés par d'autres personnes que moi. Ce n'est pas moi qui ai vraiment choisi. J'ai été assez vite l'objet de demandes, de sollicitations de la part des éditeurs français. Parce que en France, plutôt qu'en Italie, je crois, les éditeurs ont compris qu'on pouvait faire appel à des spécialistes de sciences humaines pour écrire des livres. Et des livres qui ne seraient pas simplement destinés à un public de connaisseurs, enfin vraiment des gens qui étaient des travailleurs, des chercheurs. Et c'est ainsi que j'ai préparé longuement un livre sur l'économie et la vie des campagnes au Moyen Âge. Vous voyez, je commence, et c'est là où l'influence du marxisme est certainement évidente, je commence par étudier cette société mieux, de plus près que je ne l'avais fait dans ma thèse de doctorat, par l'étudier par ses fondements matériels. Parce que la société féodale est une société rurale, une société campagnarde, donc il fallait commencer par là, par voir plus exactement, en faisant la synthèse d'innombrables travaux qui s'étaient poursuivis depuis des années dans l'Europe entière, essayer de voir comment fonctionnaient, n'est-ce pas, les mécanismes économiques au niveau de la ruralité, au niveau du village, au niveau des paysans, et au niveau surtout de la seigneurie, qui est la cellule économique fondamentale de l'époque. Cette société que l'on dit féodale, on ferait mieux de la dire seigneuriale. Et plutôt que de féodalisme, le terme qu'emploie Karl Marx, il aurait mieux fait de parler de seigneurialisme, parce que c'est la seigneurie qui est la plus importante. Donc, voyez-vous, je me suis avancé là dans des recherches qui portaient sur le plus matériel, le plus quotidien de la vie. C'est après cette expérience longue, d'ailleurs, que j'ai décidé d'aller plus loin. C'est le moment où je lisais les anthropologues, où je découvrais que dans les sociétés humaines, l'économique, le matériel et par conséquent l'économique n'explique pas tout, que aussi importants sont les facteurs qui relèvent de la pensée, de l'esprit, de ce qui n'est pas matériel, et qu'il fallait regarder de ce côté-là. Donc je me suis avancé, c'était dans les années 60, sur un autre terrain beaucoup plus difficile d'accès, celui en fait, il y avait deux voies que j'ai empruntées à ce moment-là.
D'une part, je me suis interrogé sur les structures de parenté, et là l'influence de Lévi-Strauss est très évidente, et de Lévi-Strauss et de tous les anthropologues qui considèrent que les structures de parenté sont vraiment, comme le dit Maurice Godelier, c'est là que se trouvent vraiment les relations fondamentales sur quoi toute vie sociale se construit. D'une part, donc, les structures de parenté, et d'autre part, les idéologies. Les idéologies, alors c'est à ce moment-là, dans mon séminaire, que j'ai inauguré au Collège de France en 1970, que j'ai commencé à m'interroger sur une image idéologique qui a été très importante à l'époque que je voulais étudier, au XIe, XIIe, début du XIIIe siècle, qui était une représentation idéale de la société parfaite, l'image des trois ordres de la société. À ce moment-là, j'avais aussi lu Georges Dumézil, le problème de la trifonctionnalité, et partant d'une théorie établie par un linguiste, Georges Dumézil, j'ai voulu moi revenir à la réalité, c'est-à-dire prendre cette image, les traces qu'on a de cette image dans tous les documents disponibles, et essayer de montrer son histoire, n'est-ce pas? Comment elle était apparue, pourquoi elle était apparue, et pourquoi elle avait été reprise, transformée peu à peu au cours de 2 ou 3 siècles. Et ça aboutit à un livre qui est le second après ma thèse que j'ai choisi personnellement d'écrire. Ce n'était pas une commande qui me venait d'un éditeur, et qui est intitulé « Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme ». J'ai pris le mot féodalisme exprès, n'est-ce pas, pour montrer que j'étais quand même en filiation avec les théories marxistes, et puis aussi pour embêter mes collègues de droite qui considéraient qu'il ne fallait pas s'engager sur ces voies-là. Donc, voilà, et j'ai écrit là un livre. Les structures de parenté, et j'ai poursuivi en même temps la recherche dans cette direction, et ces recherches m'ont amené à poser la question du mariage, et de rechercher quelle avait été, dans cette époque même, l'époque féodale, 11e, 12e siècle, en France, parce qu'à partir de ce moment-là, dans l'économie rurale et la vie des campagnes, j'avais observé tout l'Occident. Mais ensuite, je me suis concentré sur la France, et plus spécialement sur la partie nord de la France, qui est très différente de celle du sud. Et c'est là que j'ai recherché tous mes documents. Et donc, j'ai essayé de voir comment l'institution du mariage apparaissait à la lumière des documents, et je me suis rendu compte que, en fait, cette institution matrimoniale avait été en très grande partie construite à cette époque-là. C'est au XIIe siècle que l'Église fait reconnaître le modèle de relation conjugale qu'elle a elle-même élaboré, qu'elle le fait reconnaître par la grande aristocratie qui, à l'époque, avait un tout autre modèle. Et le modèle ecclésiastique s'impose. C'est au XIIe siècle, et au XIIe siècle seulement, que le mariage devient un des 7 sacrements de l'Église, et pas facilement d'ailleurs, parce que dans le mariage, il y a la relation sexuelle, c'est-à-dire le péché, et il fallait évidemment trouver le moyen d'introduire le péché à l'intérieur d'un sacrement. Ce n'était pas une chose facile. Et toute cette histoire-là, l'évolution du mariage, j'ai essayé de l'écrire dans un livre qui, lui, répondait à une demande d'éditeur, et qui s'intitule Le chevalier, la femme et le prêtre. Par le mariage, alors, par l'étude du mariage, je suis naturellement arrivé à un autre problème, quelle était la place des femmes dans la société. C'est une question qui m'a occupé pendant
une bonne quinzaine d'années, et qui m'occupe encore, puisque sur cette table, il y a le manuscrit que je vais porter à mon éditeur la semaine prochaine, et qui est celui du troisième volume d'un ensemble que j'ai intitulé Les Dames du XIIe siècle. Et donc pendant une quinzaine d'années, dans mon séminaire, avec la collaboration des sociologues, des anthropologues, des historiens de la littérature, j'ai poursuivi des recherches que j'ai poursuivies là sur le thème de la femme dans la société, plus exactement dans la haute société, parce qu'il y a trop peu d'indications venant concernant la femme du peuple, qui est une inconnue, qui reste une inconnue à cette époque-là. Mais dans la haute société, les femmes ne sont pas tout à fait des inconnues, mais presque. Donc on arrive là dans la partie la plus obscure. La société féodale, la société chevaleresque, est une société d'hommes essentiellement masculine, et qui ne laisse pas de place aux femmes. On n'entend pas parler les femmes, il n'y a pas de documents qui viennent directement des femmes. On est renseigné sur les femmes par le regard que portent sur elles les hommes, et plus particulièrement les hommes d'Église, et ça n'est pas un témoignage tout à fait fiable, puisque en principe les hommes d'Église ne devaient pas regarder de trop près les femmes. Et donc, voyez-vous, il y a des problèmes documentaires là qui sont extrêmement complexes, et qui font que la recherche a été difficile, que les résultats sont incomplets, on n'arrivera jamais à connaître vraiment ces personnages. Et voilà où j'en suis arrivé, si vous voulez, après une cinquantaine d'années de recherche, partant de cette première investigation monographique sur une petite société régionale pour aboutir à cela. Alors parallèlement, il y a eu effectivement des recherches et des livres sur la place de la création artistique dans la société de ce temps-là, et puis aussi la direction d'un certain nombre d'ouvrages collectifs. Voilà à peu près comment s'organise mon itinéraire personnel. Je prends l'exemple d'une recherche que j'ai faite, très particulière, à propos justement de la condition féminine. C'est le personnage d'Héloïse, n'est-ce pas? J'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait derrière ces textes fameux, l'autobiographie d'Abélard d'abord, et la correspondance entre Héloïse et Abélard. Des textes fameux, des textes suspects, parce que ils sont arrivés de telle façon qu'on peut se demander s'ils sont vraiment authentiques. Quelle est la part d'authenticité? Il y a certainement une très forte part d'authenticité, mais il y a aussi des remaniements qui font que nous ne sommes pas certainement en face de l'original. Et j'ai essayé de relire ces textes et de retrouver un petit peu quelle était cette histoire. Et finalement, je me suis rendu compte que l'histoire telle qu'elle est racontée dans ce recueil de lettres, commençant par une première lettre démesurée qui raconte la vie d'Abélard et ses premières relations avec Héloïse, en fait, cette histoire magnifique, superbe, écrite dans un latin extraordinaire, une langue merveilleuse, qui fait que ce texte a été lu constamment au cours des âges et qu'il a fasciné les hommes et qui continue de les fasciner encore. J'ai essayé de les lire autrement que les romantiques ne les avaient lus, c'est-à-dire de voir autre chose ici, derrière les mots, une sorte de la part d'Héloïse, une sorte de manifestation immédiate de la féminité. Et là, en regardant d'assez près les choses, je me suis rendu compte que cet ensemble de textes qui étaient conservés dans un monastère, le monastère dont Héloïse avait été l'abbesse et dont Abélard avait été le fondateur, visait essentiellement, d'une part, à célébrer les deux personnages qui étaient à la tête de l'institution, et c'était comme une sorte de monument qu'on édifiait à leur gloire, et à travers le récit de la passion qui les avait unis,
Au fond, ces textes-là entendaient donner aussi une leçon de morale, c'est-à-dire de montrer comment un homme et une femme peuvent peu à peu s'élever depuis le péché, n'est-ce pas, avec sa manifestation essentielle qui est la faute sexuelle. Le péché d'abord, c'est le sexe pour les hommes du Moyen Âge. Comment depuis le péché, un homme et une femme peuvent s'élever peu à peu vers l'absolu, vers le spirituel, pas à pas. Et d'ailleurs l'homme conduisant, parce qu'il fallait aussi rendre compte de cette situation primordiale, de ce postulat qui est à la base des relations entre le masculin et le féminin à cette époque, c'est-à-dire que la femme est un être inférieur et qu'elle ne peut se conduire dans la vie que si elle est guidée par le mâle. Donc, mais un parcours ascendant peu à peu, et qui fait que les passions amoureuses sont peu à peu sublimées et deviennent, au contraire, se transportent vers le divin, et de montrer aussi que c'est à l'intérieur de la conjugalité, c'est aussi un éloge du mariage, n'est-ce pas? Et là aussi, nous retrouvons les problèmes de l'époque. C'est l'époque où l'Église travaillait à reconstruire une morale du lien matrimonial. C'est par l'intermédiaire du mariage, n'est-ce pas, dans le cadre du mariage, que Abélard réussit à conduire Héloïse vers le bien. Et c'est une très belle histoire. Voilà un exemple de ma méthode, si vous voulez. C'est pas une méthode, mais c'est un exemple de ce que j'ai voulu faire. L'histoire est de toutes les sciences humaines celle qui a établi les armatures de sa méthode le plus tôt, dès le XVIIe siècle. On s'est avisé qu'il fallait traiter d'une certaine façon les sources documentaires, c'est-à-dire recueillir toutes celles qui sont disponibles, ne pas les modifier leur position respective, critiquer chacune d'elles, soumettre chacune d'elles à une épreuve pour essayer de débarrasser l'indice, le témoignage de toutes les scories qui le recouvrent et qui le masquent. Donc, il y a une méthode d'analyse de la véracité du signe qui est extrêmement importante et qui oblige actuellement à utiliser tous les procédés techniques qui ont été récemment élaborés, aussi bien pour lire un manuscrit que pour établir la datation d'une pièce archéologique. Et puis une fois cette critique faite, alors il s'agit d'utiliser ces témoignages afin de reconstituer un récit. C'est pas parce que là aussi, assez récemment, les philosophes, et en particulier le grand philosophe français qui s'appelle Paul Ricoeur, ont établi que tout discours historique était fondé sur une structure narrative, sur un récit, sur une intrigue, et que, ou même quand il s'agit de décrire l'évolution des prix durant le XIXe siècle, où la nature de la pratique religieuse à tel moment de l'histoire, eh bien, les prix ou la dévotion sont des personnages qui agissent comme dans un récit de roman, si vous voulez. Donc, il s'agit ensuite de reconstruire tout cela avec une grande discrétion. L'historien est bien évidemment obligé de faire appel à son imagination, forcément, parce que les témoignages dont il dispose sont discontinus. Entre eux, il y a de très larges manques, des trous, et ces trous, il faut les combler, et donc on ne peut les combler qu'en imaginant. Mais cette imagination doit être très strictement contrôlée par la raison et par une critique, une autocritique que constamment l'historien doit mener sur lui-même pour se défendre de divagations vers lesquelles son imagination, s'il n'était pas enchaîné, l'entraînerait. Voilà. Ces idées qu'on puisse parvenir à une restitution totale du passé
s'est avéré absolument impossible. C'est l'impossibilité depuis au moins 40 ans. Les historiens, les philosophes qui réfléchissent sur l'histoire ont parfaitement établi que c'était une illusion romantique, comme vous l'avez dit. Nous ne croyons plus à cela. Nous croyons que nous ne pouvons apercevoir qu'une petite part du passé et que même il est peut-être illusoire de croire que l'on puisse parvenir à la vérité des attitudes des hommes d'autrefois, sauf pour quelques gestes, quelques petits points lacunaires, si vous voulez. Voilà mon opinion. Personnellement, je dois aussi beaucoup à la réflexion que j'ai menée autrefois dans les années 40 sur les propositions de Marx. Évidemment, il ne faut pas s'en tenir à un marxisme que je dirais caricatural, celui qui était véhiculé à un certain moment par certains courants politiques, n'est-ce pas? C'est la pensée de Marx qui mérite attention. Elle mérite attention très particulièrement pour les périodes que Marx connaissait et qu'il avait pu étudier lui-même, c'est-à-dire le XVIIIe, le XIXe siècle. Il est évident que pour des périodes plus anciennes, Marx n'était pas en mesure, ni Engels, de réfléchir d'une manière très utile, très fertile, parce que les données que leur proposaient les historiens étaient insuffisantes pour qu'ils puissent vraiment poser les problèmes. Mais pour le XVIIIe, le XIXe siècle, il est évident que la pensée marxiste a été un ferment de vitalité pour la recherche historique très important. Et je pense d'ailleurs que le marxisme comme aide à poser de vraies questions sur le passé n'est pas aussi mort qu'on le dit, n'est-ce pas? Il risque d'être encore et pour longtemps un élément de référence dans la problématique, pour construire la problématique qui nous est utile. L'effondrement des vieilles utopies, et je ne suis pas persuadé que l'histoire ait un sens véritable. Je suis de ceux qui ont vécu que les hommes ne maîtrisent pas parfaitement, qui les emportent et dont ils sont un peu les victimes. Et je ne pense pas que, en tout cas je suis persuadé que précisément les historiens n'ont plus, comme leurs devanciers du XIXe et du début du XXe siècle, non plus à donner de leçons, c'est-à-dire à proposer, eux, historiens, à la lumière du passé, un certain nombre de consignes d'action et d'action politique. Je ne pense pas que l'histoire ait un sens. Mais l'histoire, à mon avis, est une discipline de toute première importance, parce que c'est une école de la lucidité. La critique historique dont je parlais, débarrasser le témoignage de tout ce qu'il déforme et qu'il encombre, eh bien la critique permet d'avoir les yeux ouverts sur la réalité sociale, la réalité politique, la réalité intellectuelle, et elle permet en particulier de reprendre souvent courage et confiance devant les événements, parce qu'elle enseigne que les crises les plus graves ont toujours été surmontées. L'historien est le contraire du futurologue, n'est-ce pas? Il regarde vers le passé, il essaye de comprendre le passé, il a beaucoup de peine à le faire, et par expérience, il se rend compte que toutes les prévisions que l'on peut faire à partir de données historiques sont fausses, n'est-ce pas? Que toutes les courbes que l'on a pu tracer, quand on veut extrapoler et s'en aller vers le futur, eh bien, on arrive à la contradiction de ce qui se passe vraiment.